Un rappel, mais très rapidement, hein, c'est donc le CEPA, volonté politique, 32 pays, supprimer les spécificités locales, un cadre juridique, la DSP, et un ensemble de standards techniques basés sur l'ISO 20022, qui est XML. Donc les trois moyens de paiement, comme je l'ai dit, que sont le virement, le prélèvement et tout ce qui est paiement par carte, SCF, transactions en euros, données coordonnées bancaires, BIC IBAN, donc avec les impacts sur les référentiels, des frais en mode partagé et obligation des banques de transporter l'ensemble de la chaîne, notamment pour la référence, ce qui doit et devait améliorer le lettrage et la traçabilité. Et donc le plus important, c'est les end dates. Donc la date d'arrêt du virement et des prélèvements nationaux au 1er février 2014. Et donc le 1er février 2014, on rentre dans ce qu'on appelle un macro-planning pour les entreprises, et ça c'est très important. Sur les données sur l'Europe, ce sont des données qui viennent de la BCE, hein, donc d'avril. Donc on en est à 28% sur le SCT au niveau européen, 0,6 les pointes, vous voyez, au niveau SDD, donc on part de loin hein, quand même. Donc c'est pour ça que lorsqu'on se dit qu'il reste 18 mois, c'est un sacré challenge pour que, compte tenu notamment des impacts juridiques et d'infrastructures informatiques liés au SDD, qu'on verra un peu plus tard, c'est quand même un sacré challenge pour faire passer l'ensemble des entreprises, en tout cas en Europe, sur le SDD. Alors il y a eu une enquête auprès des entreprises européennes, donc avec une bonne répartition entre petites et grandes entreprises, qui a été menée par la BCE et qui, pour voir l'état d'avancement au sein de l'entreprise et l'état de connaissance que les entreprises en Europe avaient. Et donc ce qui est très important, alors ça a été fait fin 2011, hein, et à fin 2011 on voyait que 36% des entreprises en Europe n'avaient pas assez d'informations sur le CEPA. Alors c'est assez étonnant, hein, on a toujours, nous, de notre côté, l'impression qu'il y a trop d'informations, et en réalité, il n'y en a pas assez. À l'époque, le vote n'avait pas eu lieu, et il y avait environ 13% d'entreprises qui attendaient que ce vote soit effectué pour basculer au CEPA. Un autre impact qu'il y aura, c'est une fois que j'aurai basculé au CEPA, au SCT, pour les entreprises, est-ce que le volume de SCT par rapport aux autres instruments, on peut imaginer que entre notamment la bascule à certains flux XML, les LCR, les types et autres types de flux, est-ce qu'on va voir une diminution d'un certain nombre de flux nationaux, typiquement nationaux, au profit du SCT, du SDD, pour remplacer ces instruments nationaux. Donc on voit que quand même la majorité des entreprises pensent que la bascule à l'XML, ou en tout cas au SCT, au SDD, devrait voir une progression de ce type d'instrument par rapport aux autres. Pour la grande majorité des entreprises, donc la moitié des entreprises, l'information première vient des banques. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde par rapport aux éditeurs, on représente en termes d'information très peu. Donc on voit encore que pour les entreprises en Europe, après il y a des pays, ça peut différer selon les pays, mais on voit qu'elles vont chercher l'information essentiellement auprès de leurs banquiers. On voit beaucoup d'initiatives autour du paiement mobile, autour de la carte sans contact. Tout ça vient aussi du fait qu'il y a une mutation de ce marché des paiements. Et donc, il faut s'attendre aussi qu'il y ait des services nouveaux qui soient proposés dans les mois, dans les années à venir. À l'heure actuelle, alors les PSR, qui sont les paiements status report, donc c'est un point très important puisque vous avez, et bien sûr, les PSR dits techniques, mais aussi applicatifs, qui vous donnent une traçabilité, un suivi de l'information que certains applicatifs, et c'est le cas chez Sage, on rapproche par rapport au paiement, ce qui fait qu'avant le relevé de compte, avant les relevés d'opération, on peut savoir si le paiement va être exécuté ou est exécuté. Donc en termes de traçabilité, d'audit, c'est très important. Le CAM 54, qui sont les retours d'impayés, enfin les relevés d'opération, donc qui commencent à être diffusés, ou enfin en tout cas proposés par certaines banques, est aussi très important.
nous l'intégrons, on verra plus tard, mais c'est un point très important puisqu'on le rapproche aussi avec le paiement et ça permet aussi d'améliorer un certain nombre d'écritures comptables. Le CAM 53 qui est le relevé de compte, donc les banques en France en tout cas sont en train de travailler sur ce guide, sont moins pressées parce qu'avec l'AFB 120 et enrichi, ça apporte déjà un certain nombre d'informations, mais le guide devrait être disponible fin d'année, donc en 2013 on devrait avoir des propositions autour du relevé de compte. Et donc il faut l'appréhender lorsqu'on va faire bouger ces systèmes d'information, de partir sur ce type de flux, bien que ça ne règle pas tout. Donc le RIBA en Italie va rester encore un peu, mais néanmoins ça permet de faciliter, de partir sur un socle technique qui soit cohérent lorsqu'on a des projets internationaux. L'impact n'est pas que technique, il est aussi organisationnel. Donc lorsqu'on parlait du SCT ou du flux XML, on parlait souvent l'impact dans les logiciels de paye, de compta, de trésorerie, référentiel. Mais avec le SDD, vous avez un ensemble d'impacts. La revue des contrats, les conditions générales de vente, pour intégrer ces spécificités. Le formulaire, le mandat formalisé, puisque le mandat regroupe l'autorisation et la demande, et la charge du créancier, c'est ce qui est le plus important. La RUM, c'est définir la référence unique du mandat. Tout ce qui est en charge de l'archivage, fourniture de la preuve, sur lequel on reviendra. L'obligation de notifier le débiteur. La revue des procédures de gestion des impayés. Tout ça, ce sont aussi une migration à la fois organisationnelle et administrative qui a un impact très lourd pour les entreprises et qu'il faut appréhender en amont. La Banque centrale a fait des recommandations que tous ces flux, toutes ces solutions se basent sur le réseau Internet, qu'il y a les problématiques d'identité numérique, combien d'identités vous avez dans la salle, entre email, Facebook, Twitter, et lorsque j'échange ces paiements ou quand je vais payer en ligne, tout ça est pris, il y a des réflexions autour de ça, et on sait que le succès des nouvelles offres ne peut se faire que si on sécurise, on donne un cadre sécurisant. Donc là, tout ce qui est processus de signature électronique est important aussi. On a évidemment des offres compatibles CEPA entre les saisies, les imports et CTSDD. On a des services de conversion qui permettent notamment de lotir les projets entre le 160, le 320 vers le SCT avec des phases de bikibanisation. On a des convertisseurs qui prennent le 160 vers les prélèvements avec la notion de mandat. On s'appuie sur les bases de mandat de nos offres pour aller enrichir l'information. Bien sûr, nos stations de paiement et les services en ligne que les banques offrent aussi, mais qui permettent de bikibaniser des bases tiers. Par exemple, si vous aviez une base tiers, alors déjà avec nos propres solutions, mais aussi avec des solutions tierces. Ce qui est en vert, c'est ce qui est dans toutes les offres. Puisqu'on a, vous allez voir le triangle, on a plusieurs offres chez Sedge qui dépendent des segments de marché. Donc de base, on a évidemment le SCT, le SDD et le PSR qui sont le socle de l'ensemble. Et puis on a des offres qui couvrent déjà tout le spectre XML des flux de virements de trésorerie domestiques, internationaux et même commerciaux. On a mis en place des centrales de paiement qui sont basées essentiellement sur l'XML, l'ISO 20022, pour les virements internationaux et des virements domestiques dits urgents. Donc qui sont hors cadre CEPA, puisque je rappelle le SCT, c'est un virement domestique non urgent. Nous intégrons aussi les relevés CAMT 054, le 53 devrait arriver début 2013. Alors quand je dis nous intégrons, on rapproche aussi avec les paiements dans certaines applications. Tout en haut, l'offre qui équipe les shared service centers, les très grandes entreprises, mais aussi on verra qui est le socle de l'offre SaaS. La gamme FRP Trésorerie Édition Universe et la gamme Ligne 1000 Banque Paiement. Donc vous voyez, en bas, sur la ligne 1000, on supporte le SDD et le SCT, donc le SDD en termes de génération de format. Ensuite, on génère aussi de l'XML VTS et virements internationaux dans la gamme intermédiaire. Et tout en haut, on supporte tout le spectre de l'ISO XML avec une gestion des mandats. Tout en haut, ce qu'on appelle Sedge FRP on Demand, c'est-à-dire que c'est de l'offre SaaS, mais customisable, c'est-à-dire il y a une procédure de réversibilité. On a une offre cette fois-ci qui est pour l'entrée du marché MGE, qui est un portail Internet,
mutualisé dans lequel on retrouve les flux SEPA, donc SCT, SDD, y compris le relevé CAN 054. Et en bas, pour les petites PME, on a la même offre qui est un petit peu plus simple, mais un portail Internet. Donc ça, c'est assez nouveau sur ce type d'offre. Sur les deux portails, notamment SaaS que je vous ai présenté, nous avons lancé une offre de signature électronique sur mobile qui est disponible en haut, maintenant qui est aussi disponible à travers le SaaS pour les PME et le mid-market. Et on mène de front cette innovation, puisque pour nous, c'est la sécurité, la signature électronique, la mobilité fait partie des nouveaux enjeux, notamment même avec le SEPA. On va s'intéresser maintenant à la partie vraiment prélèvement et l'impact et les process en jeu au niveau de cette migration. On se rend bien compte qu'il y a deux grands axes d'impact au niveau des processus. Il y a le processus commercial qui est impacté et le processus finance. Le processus commercial est impacté tout d'abord par la signature du mandat en remplacement d'autorisation de prélèvement. Donc déjà, il y a un acte fort sur cet acte de souscription où le système d'information commerciale doit être en mesure de pouvoir ensuite recevoir le bénéfice de cette nouveauté. Au même titre que le processus finance, lui, dans le cadre de sa relation avec la banque, où il va devoir transférer de l'information à la banque, il va falloir enrichir un peu le contenu pour pouvoir être, je dirais, efficace dans ce transfert de demande de prélèvement. Si on revient un peu plus précisément, on se rend compte que ces deux briques communiquent, les échanges des demandes de prélèvement dans un sens et les échanges des retours bancaires pour pouvoir mettre à jour les statuts dans le système d'information commerciale. Donc il y a un vrai échange entre ces deux grands blocs pour pouvoir produire de l'acte commercial jusqu'à l'émission d'un prélèvement vers la banque pour pouvoir débiter un compte client, des échanges de flux qu'il va falloir un petit peu réviser, refondre, enrichir pour pouvoir produire les informations nécessaires. Donc il y a vraiment, suite à cette migration, un besoin d'enrichissement de ces données, donc la capacité aussi au niveau du système d'information à devoir gérer cette problématique d'enrichissement et notamment de stockage d'informations complémentaires. Par rapport à cette problématique, on se rend compte qu'il y a deux grands axes de projet. Il y a un axe projet dit à minima où en fin de compte le client va dire moi je veux vraiment me mettre en accord avec tout ce qui est légal en termes d'échange de données. Donc il va falloir pouvoir transférer l'information suffisante pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est projet dit à minima. Et un deuxième projet qui va plutôt être d'une orientation dite d'opportunité, on va se dire quitte à faire quelque chose, autant revoir plus profondément ce déploiement et essayer d'optimiser le process pour pouvoir avoir un gain au niveau de la chaîne globale de traitement de l'information. Par rapport au premier cas, le projet à minima, par rapport à ça, on a une offre qui s'appelle TS Translator, qui est vraiment une offre qui s'oriente plutôt dans un modèle type traitement batch, qui va être là pour enrichir un flux existant, donc s'interfacer dans un contexte existant et enrichir le flux pour pouvoir permettre de répondre aux exigences de la migration, notamment la fourniture d'un PAIN 008. Et la deuxième partie qui est plus, c'est l'offre TS SDD Payment Service qui s'appuie en partie sur Sage Business Exchange pour pouvoir produire, je dirais, une solution complète qui va de la dématérialisation du mandat jusqu'à l'émission à la banque, donc intégrant des fonctions derrière de communication bancaire si nécessaire, si le client le souhaite. TS Translator, c'est vraiment une offre centrée sur l'enrichissement du message existant. Donc on vient s'intégrer dans un existant pour essayer de produire le complément nécessaire à la production du PAIN 008, donc envoyé à la banque. Donc c'est vraiment dans un modèle dit plus orienté batch, on va dire, qui va nous permettre, si on détaille un petit peu la cinématique, depuis la relation commerciale et donc la gestion du mandat et la signature du mandat intégré dans la gestion commerciale, la capacité depuis la fourniture d'un format CFONB standard historique et existant, uniquement en rajoutant une donnée complémentaire que l'on appelle la RUM, alors que l'on peut appeler différemment suivant les solutions, suivant les intervenants. L'enjeu étant de pouvoir effectivement produire un élément qui nous permettra de raccrocher toute une problématique et tout un besoin d'enrichissement à un existant, donc à savoir
un mandat côté créancier. L'important, c'est de pouvoir nous fournir l'information de raccrochage pour que nous, on puisse derrière enrichir le flux des données complémentaires nécessaires à la production du PAIN. Uniquement la création d'un CFONB plus une information que l'on pourrait stocker dans ce CFONB, alors soit par modification de l'existant sur un format spécifique. Alors il y a bien d'autres processus, on pourrait imaginer d'autres scénarios. Celui-ci pour nous est le moins impactant au niveau SI existant. Ça serait de produire une... Alors il y a déjà un impact, hein, mine de rien, il faut rajouter une zone complémentaire ou rajouter un enregistrement complémentaire. En tout cas, pour nous, on considère que c'est l'impact minimum nécessaire à la production. Derrière, grâce à notre solution de TS Translator, de pouvoir mapper l'information, enrichir l'information et avoir un suivi pour pouvoir gérer toute la problématique du SDD. Les grandes fonctions de TS Translator, eh bien, c'est une bibliothèque de format et de fonctions pour pouvoir, comme pas mal de gens le font, déjà transformer du CFONB vers de l'XML Paint 08 ou du CAMT vers du CFONB 140. Vraiment une usine de transformation et de mapping d'informations pour pouvoir permettre d'appréhender, je dirais, dans le temps cette migration en s'intégrant dans un existant. On a effectivement participé avec les éditeurs partenaires à je dirais, l'évolution de leurs produits sur certains points. La deuxième partie, c'est effectivement l'offre SDD Payment Service, où là, c'est vraiment une offre qui va permettre, c'est vraiment une offre modulaire qui permettra un petit peu d'orchestrer le prélèvement, mais de bout en bout, hein, qui va effectivement de la dématérialisation du mandat jusqu'à la production du PAIN 08, que ce soit en import de contenu ou que ce soit en saisie directe. On a vraiment une solution interactive qui s'appuie sur Sage Business Exchange, donc sur le module Sage, qui va vraiment nous fournir tout le contexte de saisie et de validation, tout ce qui est gestion de workflow des prélèvements, vraiment une interface complète et modulaire en fonction du besoin du client. On va pouvoir peupler plus ou moins ce portail. Cette offre, en fin de compte, elle va, comme je disais, du formulaire de mandat jusqu'à la gestion des échanges bancaires, hein, en passant par la démat du mandat et la gestion du prélèvement. Alors dedans, on retrouve la partie, je dirais, plus module Sage, la partie, je dirais, de droite, tout ce qui concerne la gestion du prélèvement et tout ce qui est gestion du compte bancaire et la sécurité associée, donc tout ce qui est signature et BIC au Swift, et la partie dématérialisation uniquement de la donnée du mandat, où on va pouvoir fournir grâce au module la saisie des informations nécessaires à la production du PAIN 08. Les caractéristiques, bien évidemment, c'est un petit peu comme la solution précédente. Elle est évidemment core et B2B pour du ponctuel et récurrent. Elle est multi-créancier, multi-organisation, multi-banque. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui va nous permettre de pouvoir, comme l'a dit un petit peu José, c'est créer de l'isolation. On va pouvoir effectivement fournir un contexte cloisonné. On va pouvoir effectivement gérer toute une organisation, une complexité d'organisation qui se colle au plus près de l'entreprise créancière. La génération de tout ce qui est flux je dirais, prévisionnel pour la trésorerie ou tout ce qui est compte rendu d'événements pour la partie comptabilité. Donc la capacité à pouvoir s'interfacer avec les autres composants du SI financier. Et puis une solution vraiment centralisée des encaissements, comme je disais, avec le cloisonnement, la concentration des flux. Donc c'est vraiment un outil où on va pouvoir concentrer les différents flux, qu'ils soient en émission ou en réception, et pouvoir après ensuite distribuer l'information au sein de l'organisation et de ses filiales éventuelles. Évidemment, toutes ces deux offres sont disponibles dans un modèle dit cloud ou dit intégré chez le client. On a vraiment les deux modèles de distribution en format, on va dire, classique, distribution de boîtes et prestations associées, ou vraiment hébergement de la totalité des composants dans le CSP Technosphéris. Il y a un point qui est essentiel, c'est que nous nous rendons compte d'une chose qui est essentielle, c'est que pour mener à bien un projet de démat au sein des entreprises, on a besoin de 3 éléments. Le premier que Sage nous a expliqué avec beaucoup d'intérêt, c'est tous les aspects, je dirais, techniques, avec des offres, ainsi que Technosphéris. Les deux ont pu mettre ça en exergue. Après, il y a un autre aspect qui est plus à même de profiter au cabinet d'avocats et aux conseils juridiques divers et variés, c'est tout l'aspect juridique. Et puis, un aspect organisationnel, procédural. Pour mener à bien un projet de dématérialisation, et le passage au e-mandate en est bien un, il faut penser à ces 3 aspects. Si vous le pensez uniquement en termes techniques, ou uniquement en termes juridiques, ou uniquement en termes organisationnels, vous omettrez forcément quelque chose
qui vous apportera la réussite de ce projet. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que nous allons nous trouver avec des outils à même d'assurer le paiement qui seront harmonisés au sein du marché unique. Le passage de la directive de 2007 à l'ordonnance de 2009, qui a intégré les articles L133.1 et suivants dans le Code monétaire et financier, nous a permis de mettre en exergue un point qui est important. Le point qui est important, c'est qu'à l'intérieur de ces différents documents, on ne parle pas de manière fouillée, détaillée de comment on fait ça. On dit, on le fait et on voit un petit peu derrière. La mise en place de ce prélèvement européen se fait de manière harmonieuse. Donc le remplacement du prélèvement automatique national et de tous ces éléments nous permettent de dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer? On passe du double, entre guillemets, prélèvement national à un seul mandat qui sera donné par le débiteur à son créancier, avec tous les éléments qui ont trait à l'archivage et au contrôle. Conservation et archivage du mandat intègre par le créancier. Quel est l'intérêt du SDD? C'est de simplifier la trame et de faire en sorte que nous nous trouvions avec des outils, des mandats qui soient gérés de manière plus harmonieuse, j'aime bien ce terme d'harmonie, au sein des sociétés créancières. Là, on arrive à un point de complexité. Ce point de complexité a trait au cadre juridique qui est applicable au mandat électronique. Comme vous le voyez, il y a plusieurs corps de règles. Non seulement le système que vous mettrez en œuvre devra être conforme à l'état juridique actuel, mais il devra également avoir cette souplesse de pouvoir s'adapter à demain et à cette proposition de règlement. Comme vous le voyez, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Ce que vous voyez également, c'est que l'article 1985 du Code civil nous dit que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est pas reçue. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un écrit? Il n'a d'intérêt, en tout cas en règle générale, que dans une optique probatoire. À quoi sert le mandat? Il sert pour une exigence de preuve. Le mandat, c'est l'expression du consentement et de l'autorisation donnée par le payeur au bénéficiaire, au prestataire, etc. Là, ce qu'il y a de bien dans ce règlement de 2012, c'est que nous avons une définition du mandat et que le mot important à conserver, qui est le même que, dans le même sens que acceptation, c'est le mot consentement. Le contenu du e-mandat, les différents éléments que vous avez à l'esprit, l'identification du débiteur et du créancier, le BIC, la signature, la date de signature, etc., etc. Ce que l'on voit là, c'est qu'il y a des mots qui sont là aussi importants, qui sont les mots date, signature. Lorsque l'on prend toute cette roue, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit de la gestion de preuve. On gère la preuve tant au moment de sa conception, de son établissement, qu'au moment de son archivage et en cas de contestation. Ces exigences juridiques se transforment, parce que vous allez bien devoir le mettre en place, en fonctionnalités techniques. À l'intérieur d'un réseau que je considère comme étant fermé, eh bien c'est penser l'établissement du mandat, de l'identification, de l'enregistrement du débiteur jusqu'au moment où il peut réclamer, au moment où il peut, où on doit archiver le dit mandat. Le règlement du 14 mars 2012 met en exergue différents points. Tout ce qui va concerner les éléments de données à fournir,
le consentement, toujours la conservation du mandat par le bénéficiaire, les formats de message, etc. C'est dans l'article 5. Idem pour la validité des mandats et le droit au remboursement. Un mandat électronique, qu'est-ce qu'il doit respecter? Il doit respecter l'article 1316 du Code civil, qui nous parle de l'établissement de l'écrit et du fait qu'il doit être conservé de manière intègre. L'article 1316.4, qui est plus spécifique par rapport à la signature électronique, et l'article 1325 alinéa 5, qui lui nous dit comment est constitué un original électronique. Quelques précautions à prendre. Mise en œuvre d'un moyen d'authentification forte, d'un procédé d'horodatage, d'un procédé de signature électronique, d'une gestion de preuves, d'un archivage fiable. Donc pendant les durées qui iront de pair avec la durée de vie du mandat, c'est-à-dire tant qu'on l'a, ben on l'a. Et tout ce qui concernera la mise en place de politiques de certification, de signature, d'horodatage, d'archivage, de sécurité. Tout ça, ça permet, lorsque c'est bien documenté, d'avoir de la fiabilité. Je vais vous parler d'un cas d'une entreprise qui a décidé de migrer au SCT assez précocement dans son calendrier. La trésorerie a été chargée de la direction du projet CEPA. Ça a été envisagé sous deux angles. Les impacts, techniques, organisationnels, etc. Donc en gros, comment est-ce que je vais subir la migration au SCT? Et puis les opportunités. Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus par rapport à ce que je fais aujourd'hui? Donc les impacts sont principalement techniques avec la plateforme de communication, le changement de protocole, l'évolution des référentiels tiers avec la BIC-ibanisation des comptes français, l'implémentation des formats XML, et puis après, il y a tout ce qui est chaîne de réconciliation, traitement des rejets, etc. Sur les opportunités, on a vu qu'on pouvait éventuellement réduire les frais bancaires avec une renégociation de la tarification, la rationalisation de la structure de compte pour des comptes à l'étranger dont on n'a plus besoin parce que banque internationale, etc. Profiter d'une concurrence accrue en termes de services de paiement. On a beaucoup entendu parler des établissements de paiement. Ça n'a pas encore été étudié, en tout cas pour ce client-là. Optimiser les processus comptables, ça oui, on va l'évoquer, ça a été fait. Centraliser les paiements, ça a été fait, envisagé lors de l'évolution de la plateforme de communication. Et revoir les processus de paiement de l'entreprise, c'est en cours également. La centralisation des paiements, elle a été vue lors du changement d'outil de communication bancaire sur un projet purement lié à l'abandon du protocole X25, enfin TBAC. Donc ça a été géré séparément et d'ailleurs c'est uniquement l'existence de cette plateforme de communication qui a permis d'envisager le démarrage du projet CEPA. On n'a malgré tout pas attendu dans la mesure où les trois autres impacts, IBANisation des référentiels, gestion des formats XML, ensuite migration et gestion des rejets, les deux premiers ont quand même pu être envisagés avant que la nouvelle plateforme de communication soit mise en place. En gros, pas besoin de communication bancaire pour ça. Il y a tout d'abord eu, parmi les 5 étapes majeures de ce chantier, un inventaire des référentiels. Il y a des volumes variables en fonction du référentiel concerné, mais qui ne sont pas tous gérés dans le même outil. Donc ça aussi, il fallait l'envisager. L'étude des référentiels a été faite sur les volumes et surtout, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire le ménage? Le stockage des BIC IBAN, bon, l'outil de gestion de trésorerie avait été changé, il gérait les deux, le RP aussi, les outils des filiales également. Surprise, le logiciel de paye, alors qu'il était extrêmement récent, n'a pas de champ pour stocker le BIC. Gros impact sur la migration, puisque c'est un point en suspens chez ce client. La paye n'a toujours pas migré au SCT. Le choix du mode d'IBANisation du référentiel. Les comptes étrangers étaient déjà IBANisés depuis le règlement 2560 de 2001. Les comptes français ont été IBANisés par le biais d'une offre bancaire. Et par contre, il y a quelques filiales qui ont assez peu de volume, de petits référentiels, et qui, pour nettoyer ou mettre à jour leur référentiel, ont préféré faire une collecte auprès de leurs clients et de leurs fournisseurs. Donc là, c'est avec de la relance téléphonique, etc.
les faibles volumes l'ont permis. Et enfin, l'administration des référentiels, à partir du moment où les fichiers sont partis à la banque pour IBANisation, tous les services de gestion des référentiels ont eu pour consigne, lors de la création de nouveaux comptes, cette fois-ci, de prendre en compte le BIC et l'IBAN pour éviter d'avoir à mettre en place une deuxième IBANisation. Le format XML, où le gérer? Plusieurs possibilités. La première, le gérer dans les applications qui préparent les fichiers de paiement. La paye, le RP pour les paiements fournisseurs, le logiciel de trésorerie pour l'utilisation du Payn dans le cadre de la trésorerie, etc. La deuxième, qui était au contraire d'envoyer des fichiers plats, parfois des CFONB 160 tout bêtes, ou en tout cas des fichiers CSV pour le cadre des paiements fournisseurs, vers la plateforme de communication bancaire qui, elle, gère le format XML et ensuite l'envoie à la banque. Pour tout ce qui est paiement des fournisseurs, là, ce qui a été mis en place, c'est un fichier plat qui vient de l'ERP avec un recalcul du BIC dans l'outil de communication bancaire. Les sujets soulevés par le format XML au cours de cette migration, c'est que toutes les banques n'ont pas la même lecture des balises du format. Je pense à la balise batch booking, comment sont comptabilisés les rejets dans le relevé. La date d'exécution, qui est bien différente de la date de valeur de l'ancien CFONB 160, a posé problème au début, mais en fait il a suffi de se renseigner auprès de la banque, enfin en tout cas de la contacter, et de lui demander d'appliquer une valeur jour, sans pour autant qu'elle considère que ce soit des virements urgents. Ensuite, le format XML dans les filiales, toujours compte tenu des volumes qui sont en jeu, les trois filiales, en fait, pour les intégrer dans la plateforme de paiement, on a fait le choix d'étudier avec leur banque, elles avaient toutes la même banque, l'offre web banking, et à partir de là, donc, elles saisissent leurs virements sur le site de la banque et elles sont déjà en XML. À ce jour, pour la migration et la gestion des rejets, donc l'utilisation est complète pour du format Payn au niveau de la trésorerie. Le SCT pour les paiements fournisseurs est terminé. Bilan de la migration, il y a eu assez peu de problèmes à résoudre dans la mesure où l'IBANisation du référentiel s'est bien passée, la gestion du format XML également. Des reportings bancaires ont été mis en place à cette occasion-là et ça a été assez précieux, notamment pour le traitement des rejets. Pas de gros dommages, si ce n'est des décalages liés plus à des problèmes d'interface au niveau entre les applications, entre l'ERP et la plateforme de communication en fait. Les opportunités, je les ai rapidement évoquées. La centralisation des paiements, elle a déjà été faite. Le circuit des paiements a déjà été modifié dans la mesure où avant, les paiements fournisseurs étaient payés par le service comptable avec une plateforme de paiement propre. Donc ça, c'est le centre de services partagé à la trésorerie qui le gère dorénavant. Les comptes de l'entreprise étaient déjà réduits en nombre, donc la rationalisation des comptes avait déjà été faite. Enfin, la mise en concurrence des banques, elle, se fera une fois que le projet CEPA sera terminé, puisque là, on est en phase de migration au SDD. Le calendrier est le suivant. Donc, la première ligne, la mise en place de la communication bancaire sous SwiftNet début 2010 et qui était indépendante du projet. On avait pensé à l'IBANisation, mais là, on l'a réalisé dans la foulée à partir du moment où on a eu le feu vert du précédent projet. Pareil pour les formats XML, ils sont déjà utilisés, c'est en production depuis plusieurs mois maintenant, presque un an. Et la paye, on voudrait la migrer dans la foulée de son IBANisation. Et quant à la migration au SCT, en fait, ça s'est fait progressivement. D'abord la trésorerie du fait de la certitude qu'on avait de la qualité du référentiel, et ensuite progressivement sur les fournisseurs, et enfin la paye à confirmer au plus tard mi-2013. Je vais vous présenter un retour d'expérience sur un premier projet de mise en place d'un outil de gestion SDD. Le client est un moyen émetteur, c'est environ 500 000 prélèvements par an. Le client est un émetteur qui est organisé en plusieurs services d'émission. Et ces services d'émission correspondent à des produits de vente différents et qui donc correspondent aussi à des configurations différentes et des organisations différentes.
à niveau de l'émission des prélèvements. Les modalités de vente correspondent à des pratiques différentes en termes déjà de disponibilité, d'accès aux clients. Est-ce qu'il y a un accès direct, une vente directe, donc on a le client en face de nous, donc la signature du mandat est immédiate, on connaît tout de suite sa rhume. Et par contre, il y a aussi un mode de vente indirect, là où le mandat n'est pas signé devant le vendeur, mais il est mis à disposition et ça pourrait être dans un magazine, ça pourrait être dans des points de vente, et que donc le mandat est signé par le client, est mis à disposition et renvoyé au vendeur dans un deuxième temps. La composition à niveau des volumes est différente aussi, parce qu'il y a un émetteur qui a le 90% des volumes d'émission, mais il y en a un autre dont l'enjeu est plutôt sur les montants, qui constituent la plupart du montant de l'émis. Ces branches émettrices correspondent à des services différents, sont douées de différents SI émetteurs. Donc vous avez un impact à niveau de l'émission, un impact à étudier du point de vue de l'évolutivité de ces systèmes émetteurs, qui peut être différente, et donc qu'il faudra étudier au cas par cas. Évidemment, le but, c'est de trouver des pratiques communes et des évolutions communes à tous les émetteurs pour éviter de faire des exceptions et donc d'arriver à trouver des évolutions qui amènent à une urbanisation, à une homogénéisation des pratiques. Une contrainte qui était assez importante dans le projet, c'est que ces services émetteurs ont la totale responsabilité des coordonnées, de la gestion des coordonnées de leurs clients. Et que donc cette responsabilité devait rester auprès de ces services. Donc même dans une solution où la gestion des mandats sera demandée par un service centralisé, cette décentralisation des responsabilités devra être conservée. Qu'est-ce qu'on avait actuellement en place? On avait un service mutualisé de production des remises bancaires, de génération des fichiers de remises bancaires, des AFB 160 qu'on a nommé jusqu'à présent, qui avait été développé in-house et que donc on a estimé être trop obsolète et non évolutif et donc il fallait remplacer. Donc dans notre cas de figure, le scénario dont on a parlé tout à l'heure d'évolution des AFB 160 pour les amener à produire des formats XML ISO n'était pas envisageable. La comptabilisation automatique des prélèvements et des impayés est effectuée de façon par la génération de la part de ce système qui était en place automatique de fichiers de compte rendu d'événements. Et cette comptabilisation se fait par étapes au fur et à mesure que le prélèvement, qu'on suit le prélèvement, son cycle de vie. Où gérer les données des mandats et comment les mettre à disposition du système qui génère les remises. Quelles sont ces données? On les a vues tout à l'heure. Donc ces données-là, quelque part, qui sont présentes sur le mandat papier, doivent être dématérialisées et stockées. Puisque les branches émetteurs sont responsables entièrement des coordonnées des clients, et comme les données de l'autorisation de prélèvement font partie quelque part de la relation avec les clients, on a décidé de stocker ces données, d'enrichir les bases de données des services émetteurs avec les données concernant le mandat. On est parti des données, même pas du format, mais vraiment de ce qui est nécessaire pour le construire, le format. Le système existant était, disons comme on a dit tout à l'heure, un traitement batch. On n'avait pas une base de prélèvement qui se construisait au fur et à mesure. Les prélèvements étaient gérés dans les services comptables qui étaient les émetteurs des prélèvements. Et donc, tout ce qui est l'impact à niveau des retours bancaires, etc., dans cette configuration-là, on aurait dû la transmettre directement, je dirais même la router, à ces services émetteurs. Et c'est ces services émetteurs que, par des procédures, par des saisies ou par des mises à jour automatiques, devaient constater par exemple l'impayé et donc donner au prélèvement le statut de son cycle de vie. Ce choix n'a pas été effectué
parce que la comptabilisation, comme se fait dans ce cas de figure par des traitements batch aussi, c'était trop risqué de continuer le processus boîte noire qui était déjà un peu défaillant dans la situation existante. Où est-ce qu'on va gérer l'intelligence de la constitution des fichiers de remise, c'est-à-dire où est-ce qu'on va dire qu'un prélèvement est un premier ou est un séquent ou est un suivant d'une série? Comment le système peut, où est-ce que cette intelligence est gérée? Dans la première solution, on aurait pu demander aux émetteurs d'émettre directement des remises au format PAIN 008, mais dans ce cas, voulait dire que cette intelligence devait être gérée déjà en amont. C'est pour ça qu'on a choisi une autre solution, je l'ai anticipé, de créer de mettre en place un vrai propre système qui gère les prélèvements, les mandats, les cycles de vie respectifs et donc qui est, lui, le générateur de l'intelligence de la construction des fichiers XML. Ce n'est pas l'XML seulement un format, mais c'est surtout l'attention sur les données qui doivent l'alimenter. On est parti sur une solution de marché à hébergement externalisé et qui donc répondait à ses besoins avec la solution technique qui correspondait. On a essayé d'optimiser le circuit d'information au sein de cet outil central qu'on a partagé entre ces branches émettrices et la direction centrale de trésorerie. Solution flexible, donc disponible en mode web, ce qui donne des opportunités par rapport à des potentiels rattachements, utilisation de la part de filiales de ce groupe. L'uniformisation, on en a parlé des pratiques de toutes ces branches émettrices. Donc, par exemple, avoir un processus de bon à prélever sous forme de validation back-office qui a pris la place d'un fax. Une meilleure traçabilité de l'information parce que maintenant, grâce à ces systèmes, on a la possibilité de consulter des pistes d'audit, qui a fait quoi. Et une révision des relations bancaires parce qu'en même temps, le projet a été accompagné par un autre projet parallèle de lancement d'un appel d'offres pour chercher la banque qui mieux correspondait en termes d'efficace de service par exemple, à fournir tout ce qui sont les retours, les PSR, les CAMT qui nécessitaient pour mettre en place ce projet. Les moins, je me suis permise de le dire, c'est que la solution qu'on a adoptée, on est en train de la tester, elle est relativement jeune. Je pense que cette problématique se rencontrera un petit peu dans tous les projets, au moins dans les premiers temps, et pour les pionniers, pour les premiers clients qui passeront au CEPA, SDD, et donc on a pas mal dû donner des retours à l'éditeur par rapport à des corrections à faire sous l'application, et donc la phase de recette est assez importante, surtout si on commence assez tôt. C'est bien parce qu'on peut voir tout de suite quelles sont les limites du système et éventuellement avec l'accompagnement de l'éditeur essayer de les bypasser ou de les corriger. On a commencé par des ateliers de formation des équipes pour qu'ils soient tous au parfum de quelles sont les problématiques dues au passage au CEPA. Des ateliers d'analyse bilatéraux dans lesquels on parlait avec chacune des branches. La direction du projet a été faite par la direction centrale financière et de trésorerie. Une préétude du marché des solutions. On est passé par là parce qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de solutions qui pouvaient répondre aux besoins. On était assez pionniers. Des spécifications et développements qui ont été faits pour mettre à jour les systèmes émetteurs. Donc ça, c'est une phase très importante sur laquelle je veux souligner un petit peu l'attention, parce que même quand on veut passer à la gestion SDD à minima, il y a quand même une partie de développement à considérer chez les systèmes émetteurs de laquelle on ne pourra pas faire à moins. Des recettes fonctionnelles et techniques et la migration qui est prévue pour deuxième partie de 2012 pour les premiers 2 pilotes et pour l'année 2013, le passe à la migration de tous les 4 branches qui restent, 4 ou 5 branches qui restent. Au départ, on s'est posé la question, SDD Core ou B2B, pardon. Est-ce que j'ai beaucoup de mandats à migrer, la volumétrie,
Donc plus la volumétrie est élevée, plus faire re-signer les mandats à ses propres clients devient un processus complexe. Ce qui a vraiment tranché, c'est le taux d'adhésion des banques au schéma B2B, donc le risque d'avoir des rejets. Le formulaire des mandats, il faut toujours passer par là, parce que rien que dire dans un formulaire qu'est-ce que je vais mettre, est-ce que les parties qui sont non obligatoires, est-ce que je dois quand même l'estampiller ou pas, combien de copies du mandat je dois envoyer à mon client, ce sont des questions très simples parfois, mais c'est bien d'avoir un support juridique. Contrôle des coordonnées bancaires des clients. On a essayé de voir si et quand les nouveaux messages CAI pouvaient être mis en place et donc remplacer les DCD existants. Surtout, la problématique de la migration, c'est les rejets dus à des banques non atteignables. Ça, c'est un aspect qui est à ne pas négliger, surtout quand on a des volumétries très importantes à migrer. On peut, dans ces cas-là, éventuellement simuler une pré-migration des coordonnées bancaires de ses propres clients et la tester par exemple avec des bases de données, la base de données SWIFT, etc. Je pense qu'il y a des banques qui peuvent offrir ce genre de service pour ne pas se retrouver au moment du démarrage à avoir des rejets inattendus. Pour les pratiques de fraude potentielles, par exemple, réfléchir sur la mise en place de pratiques dissuasives, comme par exemple l'interruption du service, etc. Le projet a été un projet transversal parce qu'il a concerné, comme le disait tout à l'heure, les trois ensembles qu'on voit là. La partie front office, donc l'aspect commercial, le back office, la comptabilisation, la facturation. Par exemple, les notifications peuvent être gérées par la facture, donc d'éventuels rajouts de données dans les factures, la trésor, la comptabilité des encaissements, la gestion des contentieux, la direction juridique. La conclusion ne peut être que le projet n'est pas simplement le choix d'une solution, mais le projet est complexe, remet en cause des processus existants, exige une analyse d'impact attentive et je dirais assez il faut faire ça vite, il faut faire ça dès le départ, et une conduite de changement qui doit être menée dès le départ, c'est-à-dire les ateliers dont je parlais tout à l'heure de formation des différents intervenants dans le projet ont été vraiment très importants pour partager l'information et surtout pour sensibiliser les émetteurs aux changements potentiels qu'il allait avoir dans leur système, dans leur SI, dans le système d'information.